journal de 23 h sur RTI1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, l'institution monétaire mondiale réaffirme son engagement à soutenir le pays pour l'atteinte de ses objectifs de croissance. Le sujet était à l'ordre d'une rencontre à la primature. Jenaka Awele, officiellement à la présidence du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une cérémonie de remise de service a eu lieu en raison du décès de son prédécesseur. Le nouveau président du CESEC place sa mission sous le respect des valeurs de la République. Et ce jour, le cheikh Aïma Mamadou Traoré a été porté en terre cet après-midi au cimetière de Williamsville. L'inhumation s'est tenue après la prière mortuaire à la mosquée de la Riviera-Golfe. Bienvenue dans ce 23 h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi 15 avril 2021 au Congo-Brazzaville en vue de prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Pour rappel, il a été réélu le 21 mars dernier avec plus de 88% des suffrages. Denis Sassou Nguesso prêtera serment devant quelques 700 invités pour ce 4e mandat, figure en tête de ses priorités pour les 5 prochaines années, la paix, la jeunesse et le développement de l'agriculture. La Banque mondiale réaffirme son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de ses objectifs, notamment la réalisation de la vision 2030 du chef de l'État qui a pour ambition de doubler le PIB par habitant. Ces perspectives de croissance économique étaient au centre d'échanges entre deux instances de la Banque mondiale et le Premier ministre Patrick Hachi. Le compte-rendu de Cheikh Koné. C'est par l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, filiale du groupe de la Banque mondiale, que débute la première séance de travail présidée par le Premier ministre Patrick Hachi. Une première depuis sa nomination, a indiqué le chef du gouvernement. Au cours des échanges, les deux équipes ont évoqué la parfaite coopération entre l'institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le niveau des investissements directs étrangers à destination de la Côte d'Ivoire a été également au cœur des échanges. La seconde séance de travail s'est plus attardée sur la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Hachi Patrick a exprimé au vice-président de l'institution mondiale, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le besoin d'affiner ce portefeuille. En retour, la banque se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique. Nous avons eu le plaisir d'entendre Monsieur le Premier ministre présenter la vision 2030 qu'il a pour la Côte d'Ivoire, qui représente la vision de son Excellence Monsieur le Président et du gouvernement. Nous avons confirmé l'engagement du groupe de la Banque mondiale, non seulement de la Banque, mais aussi de la SFI et de la MIGA, à participer, à contribuer à la réalisation de cette vision qui vise à doubler le PIB par habitant en Côte d'Ivoire d'ici 2030 et assurer une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, le chef du gouvernement a annoncé dans les prochains jours la tenue d'un séminaire gouvernemental pour définir les programmes et projets du gouvernement dans les prochaines années. Jenaka Awele a pris les rênes du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a, en sa qualité de nouveau président de l'institution, pris fonction ce jour. Le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, a procédé à la remise de service. Cette cérémonie est rapportée par Sidonie Davila. Plutôt qu'une passation de charges, c'est une remise de service qui a eu lieu au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Devant un parterre de personnalités, toutes témoins des faits, le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, a procédé à la remise de service. La nomination de ce haut cadre, en qualité de président de notre Assemblée constitutive, est aussi la reconnaissance du mérite d'un homme d'État, d'un serviteur dévoué à la nation, qui aura su relever nombre de défis, notamment la grave crise sanitaire de la Covid-19. Une cérémonie à caractère particulier quand on sait que le prédécesseur du nouveau président n'est plus de ce monde. Charles Kofi Dibi, décédé en décembre 2019, l'ex-ministre de la Santé prend désormais les rênes de cette institution. En rendant hommage à son prédécesseur, Jenaka Awele, qui mesure les attentes et les défis de sa nouvelle mission
promet une continuité et une consolidation des acquis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'entends, au regard de l'excellent travail déjà entamé, renforcer toutes les activités relatives à la continuité de l'action institutionnelle, relatives à la consolidation de la coopération internationale ainsi qu'à la mutation que le Conseil économique, social, environnemental et culturel devra faire pour se rapprocher de nos populations. Soyez donc assurés, chers collègues, de ma ferme volonté de créer les conditions permettant de développer avec vous et par vous les articulations de notre vision pour notre institution. Après 15 mois sans président, le CESEC reprend ses activités à la grande joie de ses membres. Le discours du président, c'est un discours qui autorise tous les espoirs. Donc nous attendons très rapidement, dans les prochains jours, à commencer à reprendre effectivement nos travaux. Nous allons continuer l'œuvre que le président Charles Kofi Dibi a entamée pour accompagner le nouveau président dans la mission que lui a confiée Monsieur le Président de la République. Pour sa prise de fonction officielle, le tout nouveau président du CESEC, Jenaka Awele, a eu droit aux honneurs militaires rendus par 2 clairons de la garde républicaine. Et nous en venons au dossier politique de ce jeudi, un grand angle sur le Sénat. L'institution créée en 2018 assure la représentation des collectivités territoriales des Ivoiriens établis hors du pays. Elle contribue également au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. En 3 ans d'existence, que devons-nous retenir de la 2e chambre du Parlement ivoirien? Mahama Traoré répond à cette question et c'est le dossier politique de ce journal. 12 avril 2018, le Sénat ivoirien fait sa première rentrée solennelle. À peine née, la 2e chambre du Parlement doit déjà faire face aux critiques d'une frange d'Ivoiriens qui doutent de son importance dans le paysage institutionnel. Le chef de l'État en personne est le premier à défendre l'institution dont la création a été consacrée par la Constitution de la 3e République du 8 novembre 2016. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. Janoua Ousoukwadio et ses pairs sénateurs vont alors se mettre à la tâche pour convaincre les sceptiques. Fonctionnel depuis 2019, le Sénat exerce les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, à savoir le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. En outre, selon l'article 87 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors du pays. De 2018 à maintenant, 3 années d'engagement, de labeur et d'expérience inédits. En tout état de cause, notre détermination et notre foi sont restées inextinguibles. Aujourd'hui, les résultats sont là, palpables, visibles et concrets. Le bicamérisme s'est incrusté dans la pratique institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Le Sénat ayant pris toute sa place dans l'écosystème institutionnel de notre pays, tel que prévu par notre loi fondamentale. La plupart des systèmes politiques aujourd'hui sont des systèmes qui ont un Parlement bicaméral. Et si le Sénat n'avait pas d'importance, je pense que des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme les États-Unis ou partout ailleurs auraient déjà supprimé cette institution. Conformément au principe de la navette parlementaire voulu par le système bicaméral, le Sénat examine les textes de loi avant ou après l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'une vingtaine de projets de loi a été soumis aux sénateurs en 2019 et une 60aine en 2020. Dans bien des cas, le regard des élus de la Chambre haute du Parlement a abouti à des amendements. La loi sur la chefferie, nous avons la durée du mandat. Nous avons fait des amendements de ce côté. Et puis, il y a une loi sur les nouvelles technologies où celui qui ne payait pas son impôt était soumis à une peine de prison. Nous avons trouvé que c'était trop lourd et qu'il fallait à la place
de la peine de prison, augmenter par exemple le montant de la peine à payer. Il fallait ajuster les relations entre le ministre de la Sécurité et les différents secteurs de la sécurité. Et sur ces lois, nous avons apporté les modifications nécessaires pour permettre au ministre de pouvoir gérer son département. Lorsque nous avons reçu le budget, nous, en tant que représentation des collectivités territoriales, en tant que représentants des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons demandé certains ajustements sur les budgets alloués aux collectivités territoriales, sur aussi les budgets qui ont été mis à la disposition des ministères concernés par les Ivoiriens de l'étranger. Nous avons reçu un projet de loi sur l'INS. Les critiques que nous avons formulées et les amendements que nous avons proposés ont fait l'objet de l'adhésion de toute la commission qui a examiné le texte. Au Sénat, le RHDP détient la majorité avec 76 sièges sur les 99 que compte l'institution. Vient le PDCI avec 17 sièges. Les 2 derniers sièges sont détenus par des sénateurs non apparentés. Malgré cette configuration, les élus PDCI font tout de même entendre leur voix lors des débats en commission ou en plénière. La loi sur le foncier, le PDCI s'est prononcé carrément contre. Mais donc nous faisons une opposition responsable. Nous participons activement. Nous ne sommes pas dans un esprit de blocage. Nous venons dans un esprit constructif, participer à la vie de notre jeune institution qui est le Sénat, mais surtout défendre les populations ivoiriennes. En 2020, en plus du vote des lois, le Sénat a multiplié les séances d'information parlementaire à l'effet de comprendre la gestion de la pandémie de la Covid-19 par le gouvernement. Une démarche conforme à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Pour l'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir, les défis sont nombreux. Nous préparons actuellement le forum des Ivoiriens établis hors Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir sur comment il faut le faire, s'il faut le faire en visioconférence ou s'il faut le faire en conférence éclatée. 3 ans après la mise en place du Sénat, que retenir de son rôle dans le processus démocratique ivoirien? Pour qu'une loi soit bien faite, il faut plusieurs regards sur cette loi. Donc, en plus du regard de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, il serait bien d'avoir aussi un regard de la Chambre haute du Parlement qui représente en réalité les collectivités territoriales. Donc, le fait de croiser les regards sur une loi contribue effectivement à l'amélioration de cette loi. La fréquentation de cette institution m'a permis de me rendre compte que les débats étaient largement apaisés, sans position partisane, et c'est l'intérêt de la nation qui a toujours été cerné, vu par l'ensemble des sénateurs. Et je voudrais dire que plus que jamais, cette Chambre mérite sa place. Ouverte le 13 avril dernier, la session ordinaire 2021 du Sénat s'achèvera 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Voilà le Sénat en Côte d'Ivoire après 3 ans d'existence, un bilan proposé par Mahama Traoré. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré a été porté en terre cet après-midi après la prière mortuaire à la mosquée de la Riviera Golf. Le défunt guide de la communauté musulmane a été inhumé au cimetière de Williamsville, une cérémonie funèbre suivie par Pargasse Reconnaît. Grande mosquée de la Riviera Golf. Il est 13h45 lorsque le cercueil dans lequel se trouve le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, franchit l'entrée de la mosquée. Rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier, des suites d'une insuffisance cardiaque, Cheikh Aïma Traoré Mamadou a eu droit à sa dernière prière, la prière mortuaire, officiée par l'imam Ali Ouattara. Une fois la prière terminée, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est accompagné au cimetière municipal de Williamsville pour être inhumé dans la stricte intimité familiale. Mais avant, les imams du COSIM, de l'AMSI Codis et l'ensemble des prédicateurs ont procédé
5 fois à la lecture du Noble Coran pour intercéder auprès du Tout-Puissant afin qu'il lui accorde sa miséricorde. Cet homme, c'est un exemple de vie, soit au service des autres, que nous venons de perdre. Lecture du Saint-Coran qui s'est faite en présence de sa famille biologique, des membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations de guides religieux venus des pays de la sous-région et des autres pays de l'Afrique. Tous se disent consternés par ce départ brusque et inattendu du président du COSIM. Il a œuvré pour le rapprochement des confessions et surtout pour la paix. Je suis très heureux que toute la communauté soit mobilisée pour lui rendre un hommage mérité. Je retiens de lui un homme affable, un homme qui a su vraiment bâtir le pont pour la cohésion nationale. J'ai eu l'honneur de faire plusieurs voyages avec lui, avec le président de la République, que ce soit à Riyad, à la Mecque. C'est donc une grande tristesse aujourd'hui et beaucoup d'émotions que de le voir nous laisser. Occasion pour sa famille d'exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, à son gouvernement et aux populations pour leur soutien. C'est le lieu d'adresser des remerciements particuliers à Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour apporter assistance à la famille. La famille me charge également de remercier les imams, tous les membres de la communauté musulmane, chrétienne, pour l'élan de fraternité dont nous avons été confortés. À cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du président du COSIM, le chef de l'État était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Les cérémonies du 7e jour, selon les responsables du COSIM, auront lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe le lundi 19 avril prochain. Adieu, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Que la terre te soit légère. Voilà, et les obsèques se poursuivent demain et vendredi et samedi. De 9h à 14h auront lieu la présentation des condoléances à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et comme vous l'aviez entendu dans ce reportage, lundi 19 avril aura lieu la cérémonie de 7e jour au sein de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le Comité national de télédétection et d'information géographique inclut des solutions géospatiales dans sa gestion des programmes de développement. Des précisions sur le sujet sont apportées par Franck Quadio. Le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG affiche son engagement à accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation des objectifs du plan national de développement. Le CNTG développe donc plusieurs solutions géospatiales qui sont des outils d'aide à la décision et à la bonne gouvernance, des initiatives présentées aux partenaires et à la presse. Au profit des collectivités, nous avons développé des études diagnostiques pour relever au mieux les besoins des régions en matière d'infrastructures socio-économiques. Pour la carte d'emploi, nous avons conduit des travaux de mise à jour de la cartographie dynamique, des interventions et initiatives dans le secteur emploi en Côte d'Ivoire. Au plus fort de la pandémie de la maladie à coronavirus, la plateforme Covid-19 Tracking a été développée par le CNTG et mise à la disposition du ministère de la Santé en réponse à l'appel de la mobilisation. À cela s'ajoute la solution e-commune qui améliore la mobilisation des ressources internes. En 2016, nous avons commencé ce projet. Nous étions à un montant de recettes propres de 22 millions. En 2017 déjà, nous étions à 49 millions de ressources propres. De 2017 jusqu'à ce jour, nous avons des recettes propres de 101 millions de francs. Quand on n'avait pas encore ce projet, les recettes propres se situaient autour de 400 millions par an. On a la taxe forfaitaire, on a l'ODP, la publicité. Mais avec ce projet, la sommation de toutes ces taxes-là, on a autour de 800-900 millions par an. En perspective, le CNTG entend développer cette année d'autres technologies dans le secteur de l'aviation civile. Cette initiative est à encourager
et à féliciter. Quand nous savons que le développement de l'activité aéroportuaire va contribuer à améliorer la mobilisation des ressources intérieures, l'un des axes prioritaires du PND 2021-2025. En ligne de mire, la 5e édition du Salon international virtuel de la géomatique qui réunira des conférenciers, experts et des professionnels de la géo-information. Intéressons-nous à présent à la formalisation du secteur artisanal. Le ministre de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anloublé, annonce un audit et des états généraux de l'artisanat, de grandes décisions pour redynamiser la Chambre des métiers et formaliser l'artisanat et surtout augmenter la construction des métiers et la création des richesses et de l'emploi. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. Malgré la subvention annuelle de 300 millions de francs CFA allouée à la Chambre des métiers, l'institution consulaire éprouve toujours beaucoup de difficultés à jouer son rôle de mobilisation et d'encadrement des artisans. L'audit annoncé par le ministre Félix Anloublé devrait permettre de cerner les besoins des artisans pour rendre la Chambre des métiers efficace. Vous êtes d'accord avec moi que quand on vous donne quelque chose, si ça n'est pas suffisant, il faut avoir des éléments techniques pour le dire. Nous allons donc lancer l'audit structurel, fonctionnel et financier de la Chambre des métiers pour voir quels sont leurs besoins, comprendre pourquoi les 300 millions qui sont donc alloués à la Chambre des métiers n'est pas suffisant, avoir des éléments pour pouvoir présenter une communication au Conseil des ministres afin de voir améliorer la contribution de l'État à la Chambre des métiers. Cet audit administratif et financier qui va être diligenté dans les semaines à venir représente le premier pas vers les états généraux de l'artisanat ivoirien. Vous savez très bien que l'artisanat, c'est l'un des cœurs de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il regroupe à peu près 245 métiers, et 245 métiers, c'est énorme pour créer suffisamment d'emplois et résorber le chômage dans notre pays. Il est important de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous sommes encore au stade 1. Ces états généraux vont également permettre de connaître le nombre exact des artisans et disposer d'une base de données des animateurs, tout en formalisant un tant soit peu ce secteur pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, 14 500 artisans sont recensés sur un potentiel de 4 millions. Ils contribuent seulement à 14% de la richesse nationale. Voilà, l'artisanat, un secteur prometteur pour la création des emplois et des richesses. À présent, le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré à ce jeudi 56 nouveaux cas de Covid-19, 92 nouvelles guérisons et malheureusement 2 cas de décès. Ce 15 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 444 cas confirmés, dont 44 925 personnes guéries. 273 personnes décédées des suites de la Covid-19. Il reste encore 246 cas actifs et la campagne de vaccination progresse. 87 267 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. La capitale politique ivoirienne mène aussi le combat contre la pandémie de coronavirus. La campagne de vaccination anti-Covid a démarré ce jour à Yamoussoukro, une opération lancée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, suivant ce reportage de Kader Sogodogo. Esplanade du centre hospitalier régional CHR de Yamoussoukro. Première sortie à l'intérieur du pays pour Pierre Damba dans ses nouveaux habits de ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une sortie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'intérieur du pays. Après Abidjan, le 1er mars dernier, les populations de plusieurs grandes villes du pays ont désormais l'opportunité de se faire vacciner gratuitement. La Côte d'Ivoire se félicite de poursuivre et de renforcer cet engagement mondial de riposte contre la Covid nécessaire pour l'élimination de ce fléau. C'est dans ce contexte que se tient cette cérémonie ce jour, marquant le lancement de la décentralisation officielle de la campagne nationale
d'immunisation de la population contre la Covid-19 qui revêt pour le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture des maladies universelles une importance capitale. Cette campagne de haute portée socio-sanitaire est la manifestation la plus évidente du maintien de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de parvenir à la sécurité sanitaire et à la protection totale de la population avec le concours, bien entendu, de nos partenaires habituels. Tour à tour, chefs traditionnels, guides religieux, forces de défense et de sécurité vont recevoir leur première dose avant de revenir dans un mois. Les autorités locales déjà vaccinées invitent la population à saisir cette aubaine. Il faut se faire vacciner. Monsieur le ministre et moi-même, nous nous sommes fait vacciner. Donc nous ne vous disons pas de faire quelque chose que nous ne faisons pas. Et j'invite les populations de Yamoussoukro à se faire vacciner massivement. Nous sommes privilégiés parce que nous faisons partie des premières villes en Côte d'Ivoire qui bénéficient de cette décentralisation. Donc à la suite de monsieur le gouverneur, je voulais remercier monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre et surtout le saluer et le féliciter. Yamoussoukro bénéficie de 10 000 doses. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sur une coopération transfrontalière. Les autorités administratives des zones frontalières de ces deux pays se sont entretenues sur la sécurité et le développement des espaces frontaliers. La réunion s'est tenue à Banfoura au Burkina Faso. C'est la deuxième rencontre du genre et nous en parlons avec Clément Boko. Les autorités administratives des régions du Tchologo et du Bonkani en Côte d'Ivoire et les autorités administratives de la région des Cascades et de la région du sud-ouest du Burkina Faso à Banfoura pour une rencontre de concertation. 3 jours de réflexion au cours desquels les administrateurs élaborent un plan d'action pour traiter les questions liées à la situation sécuritaire, à la cohabitation pacifique et au développement des espaces frontaliers. Cette rencontre est arrivée à point nommé dans la mesure où cela va faciliter la fluidité de la circulation des informations entre les deux États et notamment entre les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre est une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso en collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Nous avons fait le point des problèmes que les chefs de circonscription administrative rencontrent dans leur circonscription au niveau de la gestion de leurs espaces frontaliers. Et nous avons identifié des actions à mener au cours de la période qui court à partir de maintenant. Nous avons demandé la poursuite des patrouilles conjointes à nos deux frontières, à l'instar de l'opération Komoué qui a été faite par nos deux armées, pour éviter de créer le terreau facile à l'extrémisme violent et au terrorisme. Les autorités ont suggéré qu'il y ait une grande rencontre sur la problématique du racket et de la libre circulation à nos frontières. C'est le deuxième rendez-vous du genre après celui de Ferké en 2017. Il est relatif à l'institutionnalisation des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou, à la faveur de la 4e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération TAC. À présent, ce compte-rendu d'audience, le procès sur le bombardement de Bouaké a pris fin ce jour. Introuvable depuis des années, le Biélorusse Yuri Souchkine et les Ivoiriens Patrice Wei et Ange Atouali, les pilotes et copilotes présumés du raid, ont été jugés en leur absence pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction aggravée. La peine maximale a été demandée à leur encontre. Ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce procès fut une déception tout de même pour les proches des victimes. Ces 3 semaines d'audience n'auront pas permis de savoir qui a précisément donné l'ordre de bombarder le camp français et pourquoi la France n'a pas arrêté les pilotes présumés des Sukhoi mis à disposition par le Togo alors que le cadre juridique existait pour le faire. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. 6h30, l'information sur RTI1, c'est avec Régis Kofi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée chez vous.